Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts du comité réanimation de la SFAR pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Aujourd'hui, nous accueillons le médecin principal Philippe Ariès, chef de service de la réanimation de l'hôpital régional d'instruction des armées Clermont-Tonnerre à Brest, pour nous parler d'antennes de sauvetage. Philippe, bonjour. Tout d'abord, c'est parce que tu as été affecté pendant 2 ans sur une antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage que tu as choisi de nous en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste une antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage ou ARCS et quelle est sa fonction? Bonjour Léa. Alors, une antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage, dont l'acronyme est ARCS pour ARCS, c'est une structure médico-chirurgicale qui est déployée par le service de santé des armées dans le cadre du soutien médical des militaires en opération extérieure. On entend par opération extérieure ou OPEX les missions que les armées françaises réalisent à l'étranger. Dit différemment, finalement, une ARCS, c'est une mini-structure hospitalière ultra légère et déployable au plus près des combattants dont le but est de réaliser uniquement le ou les gestes salvateurs le plus rapidement possible. La prise en charge définitive étant réalisée dans un second temps, souvent en métropole. C'est ce qu'on appelle en anglais le damage control. En pratique, on sait que la survie des blessés de guerre est maximisée par une prise en charge précoce et intensive ciblant la mortalité évitable, c'est-à-dire l'hémorragie. Pour réaliser cette mission, l'ARCS, c'est d'une part une infrastructure spécifique et d'autre part une équipe spécialisée de personnels médicaux, paramédicaux et techniques. Il faut s'imaginer quatre grandes tentes reliées entre elles qui ont chacune une fonction définie. L'accueil et le triage des blessés, le déchocage avec deux postes, le bloc opératoire où l'on peut faire deux chirurgies simultanées et la réanimation avec une capacité de quatre patients ventilés. La surface totale de la structure est d'environ 200 mètres carrés. Donc, dans cet espace contraint, l'ergonomie est maximale. Chaque matériel a une place bien définie. Nous appliquons le principe de la marche en avant du blessé, depuis le triage jusqu'à la réanimation post-opératoire, ce qui permet de prendre en charge plusieurs blessés simultanément sans embouteillage. La capacité théorique de l'ARS est de 4 blessés catégorisés alpha, donc ce sont les plus graves, et de 4 blessés catégorisés Bravo ou Charlie par jour et durant 48 heures. Ces 48 heures d'autonomie, elles sont permises notamment par une capacité de stérilisation des boîtes de chirurgie qui permet d'enchaîner plusieurs blocs. L'équipe nécessaire pour armer une axe se compose de 13 personnes, 3 chirurgiens, classiquement un viscéraliste, un orthopédiste et un opérateur dit tête et cou, c'est-à-dire le plus souvent un neurochirurgien ou un ORL, un MAR, 2 infirmiers anesthésistes, 2 infirmiers de bloc opératoire et 4 infirmiers de soins généraux. S'y ajoute un personnel de soutien militaire pour le secrétariat notamment. La polyvalence, c'est vraiment le maître mot, car les iBots, par exemple, sont responsables de la stérilisation et les infirmiers du déflocage réalisent la biologie délocalisée, car il n'y a pas de laboratoire à part entière. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'ARS, finalement, ce n'est qu'un des maillons de la chaîne santé, situé entre l'équipe médicale qui va prendre en charge le blessé directement sur le terrain et l'hôpital militaire en métropole, où les soins seront continués jusqu'à la réhabilitation. Et jusqu'à présent, un blessé grave arrive en France, en métropole, en à peu près 24 heures environ. Cette description est très précise. Est-ce que pour illustrer, tu peux nous donner aussi un exemple de prise en charge d'un patient? Alors oui, je prendrai l'exemple d'un patient en choc hémorragique sur une plaie balistique d'un membre inférieur que nous avons pris en charge en ARCS lors d'une mission au Sahel. Donc déjà, il y a un temps de préparation plus ou moins long, puisque l'ARCS est prévenu en amont de l'arrivée du blessé. Ce temps, il nous permet de vérifier la préparation des équipes et du matériel et de faire un briefing avec toute l'équipe. Une fois le blessé arrivé sur place, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est une sorte de balai pour lesquels les personnels sont bien entraînés. La configuration optimisée de la structure permet beaucoup de fluidité dans la prise en charge. Par exemple, dès son arrivée dans la zone de triage et jusqu'à son attente en zone de réanimation post-opératoire, avant son évacuation vers la France ou une autre structure, le blessé reste sur le même brancard qui a été pensé pour devenir ensuite la table d'opération. Cela évite de réaliser des transferts dangereux dans ce contexte. Tout au long de la prise en charge, le MAR doit être successivement promalideur au déchocage, puis anesthésiste dans la zone de bloc opératoire, et enfin réanimateur si le patient reste défaillant après la chirurgie. En cas d'afflux massif de victimes, le triage est une étape primordiale, parfois difficile,
mais que l'anesthésiste réanimateur réalise avec ses collègues chirurgiens. C'est un bel exemple. Et en quoi, toi, ta pratique de médecin anesthésiste réanimateur militaire en ARCS diffère-t-elle de ta pratique habituelle à l'hôpital en métropole? Alors, sur le plan professionnel, je dirais que c'est surtout la polyvalence qui est à la fois nouvelle et stimulante. Parce que c'est rare en métropole que cela soit le même anesthésiste réanimateur qui prenne en charge le patient du déchocage jusqu'à la réanimation en passant par le bloc. Ensuite, l'utilisation de l'échographie, elle est primordiale selon les configurations, puisqu'il n'y a pas toujours de scanner à proximité. À mon sens, la principale spécificité, si l'on peut dire, elle est liée à la possibilité d'afflux massif de blessés. Dans cette situation, l'ARCS va être rapidement saturé. Concrètement, cela signifie que les deux postes de déchocage ou les deux postes de chirurgie ne suffisent pas. Ça implique alors de devoir réaliser un triage, appelé autrement catégorisation des blessés. Son objectif, c'est de déterminer l'ordre opératoire et réanimatoire afin d'allouer au mieux les ressources au plus grand nombre de patients. Dans ce contexte, certains blessés jugés trop graves ne seront paradoxalement pas pris en charge les premiers, car ils consommeraient trop de ressources à la fois humaines et matérielles. Ça peut être le cas, par exemple, pour une victime qui se présente avec un trauma crânien grave et une anisocorie. Fort heureusement, en métropole, en dehors d'une situation sanitaire exceptionnelle, il est rarissime de devoir réaliser un triage de la sorte. Et la dernière grande spécificité, il y en a d'autres, mais à mon sens, c'est la transfusion de sang total frais, qui est très utile, étant donné que le stock de sang est forcément contraint. Très rapidement, en fait, ça consiste en une collecte de sang sur place. Ce sont les militaires qui se proposent pour donner leur sang, donc les militaires du camp. Et c'est donc une transfusion isogroupe d'un sang qui est encore chaud et dont le ratio, évidemment, est parfaitement physiologique. Et toi, qu'est-ce que cette expérience de 2 ans en ARCS t'a apporté pour ta pratique quotidienne? Alors, nous sommes formés en tant qu'anesthésiste réanimateur militaire à exercer dans une ARCS de base. La plupart du temps, nous sommes rattachés donc, à une équipe médicale et paramédicale que nous appelons une antenne. Les personnels d'une antenne, ils peuvent provenir de tous les hôpitaux militaires français et ils se rejoignent avant de partir en OPEX. Ils s'entraînent ensemble et donc nous apprenons à nous connaître et à travailler vraiment lors de ces entraînements. Donc finalement, le fait de soigner des blessés de guerre en OPEX dans une ARCS, c'est un peu un aboutissement logique pour un MAR militaire. Je dirais que c'est surtout une expérience sur le plan humain, car les missions peuvent durer plusieurs mois, pendant lesquels on est forcément éloigné de ses proches et parfois dans des conditions un peu difficiles. Donc on apprend beaucoup sur soi, sur les autres, et ça c'est très utile au quotidien en métropole, à mon sens, dans notre exercice professionnel et dans la gestion d'une équipe dans un service, par exemple. Oui, tout à fait. Et alors, si on n'est pas militaire, est-ce qu'il est quand même possible d'intégrer une ARCS pour un médecin civil? Alors oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord être anesthésiste réanimateur militaire, mais pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de réaliser ses études de médecine en intégrant l'école de santé des armées à Lyon. Donc, dès la première année, c'est le cursus classique, avec après un choix de spécialité, et donc potentiellement l'anesthésie-réanimation. Et la seconde, pour des médecins civils qui sont déjà formés, ça serait de rejoindre le SSA en tant qu'officier sous contrat pendant une période définie. Enfin, il y en a une troisième, c'est que tout médecin civil peut aussi rejoindre la réserve du service de santé des armées. C'est-à-dire qu'il effectue uniquement des vacations en hôpital militaire et également des missions en opération extérieure, tout en conservant son emploi civil. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je les encourage à consulter la page du service de santé des armées sur le site défense.gouv.fr, qui est très complète et qui reprend l'ensemble de ces informations. Et nous vous remettrons le lien associé à ce podcast. Eh bien, merci Philippe pour tes réponses. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast ARPOD, le podcast de l'anesthésie-réanimation, sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.